Nous allons encore recommencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous présente Emmanuel Jacquelin, écrivain, philosophe, mais il est écrivain de best-seller. Célébration de bonheur, il y a plusieurs œuvres qu'il a écrit, que ça m'a inspiré. Et ça correspond à ma devise en fait de l'art de vivre, de la joie. À travers cette devise, je voudrais vraiment transmettre l'espoir vers le nouveau monde. S'appelle le titre de cette exposition, La Nouvelle Terre sera toujours une fête. Donc pour ça, j'ai demandé à Emmanuel d'écrire quelque chose pour cette exposition-là spécifiquement. Il m'a accepté et il a écrit l'art et de vivre. L'art et de joie de vivre. Donc, le titre de cette conférence, donc il va développer et après, si vous avez des questions, ça, n'hésitez pas. Et voilà, il est très, minutieux, et tous les mots qui possèdent définition, donc vous avez entendu tout à l'heure avec la dame là, bonjour à toutes et bonjour à tous, bon, voilà. Je chipote. Non, c'est pas si ainsi de chacun ton point de vue et puis chacun on a son point de vue. Hein. Donc c'est le nouveau monde, hein, c'est l'humanité. Après tout, avant tout, c'est vraiment la dignité et on harmonie avec les autres. On se connecte dans ce sens-là qu'on fait. Voilà. Merci de accepter. Alors, je sais pas, c'est vraiment une Je m'assois du coup. Oui. Je sais pas si c'est vraiment une conférence. Déjà, ça commence par un gros mot, conférence. Disons que je vais tenir un propos sur le sujet qu'elle m'a proposé, l'art et la joie de vivre. Alors, c'est vrai que je suis plutôt le philosophe du bonheur. Et à la fin, si vous le voulez, on discutera de la distinction qu'on peut faire dans la langue française, voire dans d'autres, entre la joie et le bonheur. Les deux sont synonymes pour le sens commun, et c'est pour ça que j'écris le livre, parce que je ne le pense pas du tout. Alors, moi je veux partir d'un lieu commun, celui par lequel on pourrait croire la joie de vivre en art, hein, que tous les artistes sont heureux, etc. Tant pour l'artiste d'ailleurs que pour le spectateur ou l'auditeur, parce qu'il n'y a pas que la peinture, il y a aussi la musique. Et je dirais que ce lieu commun, c'est que l'art, il a une reconnaissance publique et historique. Je vais prendre deux exemples que vous connaissez tous, que vous êtes allés les voir. Qui s'arrêterait devant la Joconde de Vinci ou le tableau Guernica de Picasso? Qui? Vous l'avez tous fait. En tout cas, une chose est sûre, il y a beaucoup moins de personnes si on ne leur avait pas dit que c'était des chefs-d'œuvre. Donc on pourrait croire que la joie naît de la reconnaissance, et pas seulement de la connaissance. Alors il va de soi qu'au moment de sa création de la Joconde, Vinci n'avait aucune idée du succès dont cette œuvre bénéficierait un jour. Aucune. C'est un tableau de commande d'un riche marchand italien qui demande à Léonard de faire un portrait de son épouse, Lisa. Et Vinci, ça l'intéresse tellement qu'il laisse le tableau inachevé et qu'il se barre de Florence à Milan. Donc c'est vous dire sur quoi repose un chef-d'œuvre. Quant à Guernica, Picasso, l'œuvre est visiblement la plus connue de Picasso, qui pour autant n'a pas fait cette peinture à l'huile cubiste pour être reconnu, mais pour répondre, là encore, à une commande du gouvernement républicain de Francisco Largo Caballero pour le pavillon espagnol de l'Expo universelle de Paris en 1937. Donc c'est deux commandes dans le cas de ces deux toiles. Et le moteur de ces deux œuvres, c'est moins la joie de vivre que la commande, qui n'exclut bien sûr pas la joie de vivre des deux artistes. Donc je vous dis ça pour vous dire que la jeunesse d'une œuvre d'art, elle vient plus d'une joie de l'artiste qui s'épanouit de sa création d'une œuvre. C'est un exemple, oui, je vais prendre un autre exemple pictural que vous connaissez aussi, les nymphéas de Monet, qui adore le bassin qu'il a fait installer chez lui. Alors il met des anémones, et au bout d'un moment il craque et il les peint. Et cette plante qui flotte sur l'eau, elle l'inspire au point de lui faire produire ces nénuphars blancs qui sont les nymphéas. Et il dit, moi mon plus beau chef-d'œuvre, c'est mon jardin. Donc on voit bien que la joie, elle est inhérente à l'artiste, et elle n'est pas une règle sociale en tout cas. Alors, cette toile, c'est une toile qui a un format carré, dont l'inachèvement des bords n'est pas sans nous faire oublier la Joconde, qui n'est pas finie par Vinci, et le deuxième exemple que je prenais, Guernica de Picasso. Les trois, finalement, sont inachevés. Et ça indique que la création picturale, elle repose plus sur une joie que sur un souci de perfection ou un désir de plaire à ceux qui regarderont l'œuvre ou qui l'ont commencé. Alors, qu'on glisse un peu de la peinture vers la philo.
c'est-à-dire de la toile vers le concept, pour savoir ce que c'est que la joie. Déjà, première distinction, la joie, c'est pas un plaisir. Alors, je suis un peu dur sur le plaisir, je sais bien que ça gênera Les épicuriens. hein, Les épicuriens. les épicuriens, les onfrayiens et compagnie, et les médias. En fait, le plaisir, c'est la négation d'un manque. Donc c'est négatif le plaisir. Et le manque, c'est quoi? C'est une négation. Vous avez soif, donc vous avez besoin de boire, et quand vous buvez, vous éprouvez un plaisir. Et pourquoi? Parce que vous avez nié le manque. C'est uniquement ça le plaisir. Et pour le dire autrement, il faut reconnaître qu'un artiste, il dispose d'une plénitude physique et spirituelle qui l'invite à produire une œuvre. Ça ne vient pas d'un manque. Hein. Je dirais qu'il a plutôt un surplein, l'artiste, plutôt qu'un manque. Je ne suis pas freudien, j'y reviendrai. Au XVIIe siècle, Vermeer fait une toile que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas les thunes pour l'acheter, qui s'appelle La jeune fille à la perle. Et donc, je prends le XVIIe parce que c'est le siècle, évidemment, de Descartes, mais aussi d'un auteur portugais, mais qui vit en Hollande, Spinoza. Et Spinoza, il repense la joie. Il la redéfinit comme ce qui augmente notre puissance d'agir. C'est simple, hein, on est joyeux quand on sent plus de force. Je prends deux exemples. Un type est triste parce qu'il vient d'ouvrir sa boîte aux lettres et il a vu que les impôts lui tombaient sur la gueule et il habite au 17e étage et l'ascenseur est en panne parce que c'est pas le pétrole qui manque, c'est l'électricité. Et il monte à pied tout doucement. Puis il voit un type le doubler